Bonjour, nous sommes en février. C'est donc trop tard pour sortir un top officiellement, mais je vais le faire quand même car rappelez-vous, la saison des tops n'est officiellement terminée que quand Durandal a sorti le sien. J'adore les tops, j'adore les vidéos YouTube, et toute l'année j'ai voulu reprendre le concept de Mr. Fox, c'est-à-dire un top 50 des meilleures vidéos de l'année classées dans l'ordre chronologique. Mais en fait, le dit Mr. Fox le fait aussi cette année, me coupant ainsi l'herbe sous le pied et m'exposant à des accusations de plagiat. Qu'à cela ne tienne, il y a nombre de spectateurs que Mr. Fox n'a pas cités et dont moi j'avais envie de parler du travail, donc je me suis dit que j'allais faire une sorte de spin-off suite non officielle, c'est un peu le Troll 2 de YouTube. C'est donc parti pour 25 vidéos supplémentaires à vous mettre sous la dent, toutes sorties en 2024, chacune d'un créateur différent et dont Mr. Fox n'a pas parlé ni dans son top 50 ni dans ses mentions honorables. Le tout dans l'ordre chronologique de sortie, j'ai essayé de varier même s'il y a beaucoup d'essais vidéo car c'est principalement ça que je regarde. Il y a beaucoup de vidéos en français et quelques vidéos en anglais, de petites comme de grosses chaînes. C'est parti, je suis Skull Kid, bienvenue dans mon bosquet sacré. « 2023, c'était pas que Baldur's Gate 3 de Pseudoless, sorti le 26 janvier. Quoi de tel qu'un bilan de fin d'année pour commencer ce bilan de fin d'année? On est méta ou bien? Alors c'est la tradition sur YouTube, au début d'une nouvelle année, on fait la rétrospective de celle qui vient de s'écouler. Donc on fait les meilleurs films, les meilleurs jeux vidéo, les meilleurs albums, les meilleurs ministres de l'éducation nationale. Mais les bilans jeux vidéo de Pseudoless ont ça de particulier, qu'ils parlent d'œuvres dont a priori personne d'autre ou très peu ne parle. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais les gamers les plus brillants sont souvent les moins originaux. On les reconnaît facilement du fait qu'ils pensent que les Game Awards sont une institution légitime, et aussi qu'ils détestent jouer des femmes. D'ailleurs, ils détestent les femmes. On blague à part, Pseudoless, il fait partie de ces vidéastes de plus en plus rares, mais qui ont commencé il y a longtemps, et qui avaient un vrai intérêt pour leur domaine, qui en parlaient avec passion et rigueur, ce qui fait que ces tops spéciaux jeux pas connus change de ce qu'on voit d'habitude, et ça fait du bien. J'ai enfin compris pourquoi ces jeux m'obsèdent de Game Next Door, sorti le 28 janvier. Encore une vidéo sur les jeux, mais que voulez-vous, c'est une des plus anciennes et des plus fourmillantes niches de YouTube à l'heure actuelle. J'avais d'ailleurs une théorie à un moment qui était que plus un domaine artistique était académique, était étudié à l'université, moins il était représenté en qualité et en quantité sur YouTube. Ce pourquoi il y avait beaucoup de bangers dans les vidéos jeux vidéo. Mais en vrai, cette année m'a fait mentir car il y a énormément de bonnes vidéos sur les livres aussi. Ici, Hugo de la chaîne Game Next Door, chaîne qui mine de rien commence à elle aussi être assez ancienne, s'attaque au corpus de ses 5 jeux préférés et il tire des connexions entre ces 5 jeux. Ce qui résulte en une analyse très personnelle, mais en même temps à portée universelle. C'est une grande leçon que j'ai apprise cette année, c'est que parfois être sincère, c'est aussi, voire plus important qu'être intelligent. Cette vidéo de Game Next Door n'est pas académique, on ne peut pas faire une thèse sur top 5 de mes jeux préférés, mais pourtant, elle touche quelque chose avec son propos, parce que les jeux dont parle Hugo ont toute la particularité d'être des jeux sur l'absurdité de l'existence, en gros, pour faire simple. Petit point bonus, cette vidéo est sortie quasiment le même jour qu'une vidéo de Bolchegeek qui parle quasiment du même sujet sous un angle différent. Donc c'est celle sur Darkest Dungeon 2. Comme quoi, il y a vraiment quelque chose dans l'air du temps qui fait qu'on parle d'art et de trouver l'espoir dans des arts où pourtant tout est encore foutu. Tu vas saigner de la gueule de Studio Bastiano, sorti le 3 février. Écoutez, je suis un homme simple, il y a des trucs qui m'ont fait mourir de rire cette année, notamment le menhir posting et aussi le Studio Bastiano. Rétablir la démocratie, c'est maintenant possible. Avec les Action Man, tu vas saigner de la gueule. Avec les Action Man, c'est pas pour les filles, c'est pas pour les woke. Tu vas saigner de la gueule. Joueuse du grenier, les jeux de filles sur Wii de Joueurs du grenier, sorti le 3 mars. Alors, Joueurs du grenier, mais c'est ouf que ça existe encore aujourd'hui à un rythme toujours aussi régulier et surtout, ça persiste en qualité et en quantité. Il nous enterra tous le boug. La dernière vidéo de YouTube, ce sera le dernier épisode du Joueur du Grenier. J'ai un attachement tout particulier à cette émission parce que c'est par elle que j'ai commencé à regarder des vidéos sur internet. Je m'en souviens très bien, j'avais 11 ans, c'était Joueur du Grenier sur les Schtroumpfs. Ça ne nous rajeunit pas. Et c'est fou comme Fred Mola et Seb Rassia, les deux créateurs de l'émission, ils parviennent à ne pas se dénaturer.
et c'est une institution qui est elle-même devenue une anomalie sur YouTube. Mine de rien, ils prennent des risques. Déjà, ils persistent à ne pas sombrer dans les tendances YouTube, les fit and fun, tout ça. Bon, ça, on sait qu'il en parle régulièrement. Mais dans cette vidéo, les jeux de filles sur Wii, c'est une vidéo où on voit à peine le joueur du grenier, l'acteur Fred Molas. On ne le voit quasiment jamais de la vidéo. Il est remplacé par une fille, par une actrice professionnelle en plus. Et donc c'est très drôle, c'est bourré de bonnes blagues. Moi j'adore la blague sur l'invention des pyjama parties. Donc c'est pas un essai vidéo intellectuel comme j'ai tendance à le présenter, mais c'est peut-être une des meilleures vidéos purement divertissement de l'année. Art for No One de Jacob Geller, sorti le 25 mars. Pour le coup, Jacob Geller, c'est le grand ponte du style essai vidéo dans toute sa splendeur. Certains trouvent ça giga prétentieux et préfèrent regarder des youtubeurs divertissement qui produisent des séries documentaires à leur gloire. Dans le quotidien comme dans cette vidéo, je parle beaucoup de vidéo-essais, mais j'ai pas vraiment défini ce que c'est. Pour faire simple, c'est des vidéos où il y a quelqu'un qui exprime un point de vue, des opinions, et avec un texte écrit à l'avance, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Dans cette vidéo, Jacob s'intéresse au rapport entre l'art et le spectateur à travers des œuvres d'art qui sont faites pour être quasiment vues par personne. Donc une immense construction dans le désert, où on ne peut pas prendre de photos. Bien un livre avec des images cachées entre les pages, ce qui fait que pour les voir, il faut détruire le livre, ou du moins l'abîmer. Jacob Geller produit des vidéos très érudites, mais pourtant toujours accessibles, que ce soit quand il parle de jeux vidéo ou d'art en général, ou de grands concepts. Eh bien c'est toujours plaisant à suivre, c'est toujours intéressant, même dans celles où il n'y a pas beaucoup d'humour, et c'est souvent le cas, il fait pas beaucoup de blagues. Même dans ce cas-là, ça reste des vidéos très intéressantes et très accessibles, et je recommande son travail si vous parlez l'anglais, mais si vous ne parlez que l'anglais écrit, sachez qu'il y a des sous-titres. Et que pour avoir déjà eu affaire à l'outil sous-titrage de YouTube, croyez-moi que chaque vidéo avec des sous-titres corrects, c'est un miracle. The Bizarre World of Fake Video Games de Super Egg Patchwolf, sorti le 14 avril. À l'heure actuelle, parce que ça change tout le temps et probablement que l'année prochaine ou dans 2 ans ce sera plus la même chose, mais à l'heure actuelle je pense que Super Egg Patchwolf est ma chaîne YouTube préférée. Donc c'est un gars, un Irlandais, fan d'animé et de catch, et qui parle, mais vraiment avec toute la passion du monde, de sujets qui l'intéressent, de sujets principalement des œuvres d'art. Et la description de sa chaîne, car je suis le seul connard à faire attention aux descriptions des chaînes, est assez éloquente. Je fais des vidéos sur les choses que j'aime. Autre citation qui m'a marqué, c'est ce Super Egg Patchwolf qui a, dans un Google Doc qu'il a partagé à son Discord pour expliquer sa manière de faire des vidéos, c'est dans ce document qu'il écrit la phrase « Être intelligent, c'est moins important qu'être sincère » et qui a changé ma vision de la création de ces vidéos sur YouTube. Dans cette vidéo de près de 2 heures, il s'attaque à lui-même à de la création web, à savoir tout ce qui a trait à des jeux vidéo qui n'existent pas, mais qui pourtant ont des bandes originales, des manuels de jeu, des images, voire même des vidéos. Il arrive à me passionner pour tout un pan de la création immense dont je n'avais pourtant jamais ne serait-ce qu'envisagé. C'était quelque chose de tellement évident que ça existait, mais on ne s'était jamais conscientisé qu'il y avait toute une création de faux jeux vidéo. Et le tout en étant émouvant, en étant drôle, bref, c'est le haut du panier. L'iceberg de l'art de Macready, sorti pour la première partie le 3 mai et pour la deuxième partie le 28 juin. Alors, on va parler de Macready, parce que c'est le sujet de cette section, mais en filigrane, on est obligé de parler de Feldup. Feldup, c'est un créateur à plus d'1 million d'abonnés sur YouTube, qui est très à la mode en ce moment, et ça me troue le cul. Vraiment, ça me sidère le succès qu'a ce mec, alors qu'il fait tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour réussir sur YouTube. Genre vraiment, moi dans mes vidéos préférées de l'année, sa vidéo sur Scissors as People in It a plus de 5 millions de vues, alors que c'est un sujet totalement niche et que la vidéo fait 3 heures. Et bien évidemment, ce succès a fait qu'en queue de comète, il y a eu plein de copies, des Feldup-like, des créateurs qui s'en sont inspirés de manière plus ou moins flagrante, en bien comme en mal. Donc souvent, c'est des storytellers horrifiques qui parlent de tueurs en série et autres faits glauques. Et parfois, ça m'intéresse un peu plus, et c'est le cas de Macready. Macready, c'est une jeune chaîne qui fait encore très post-Feldup. Sans doute trouvera-t-il une voix un peu différente à force de faire des vidéos. Mais c'est une chaîne qui a fait un choix très intelligent, qui est d'orienter, de changer légèrement l'axe de sa chaîne,
Et donc de parler de choses qui font peur, certes, sur un fond noir, avec une voix un peu grave, de faire des icebergs, mais de parler d'art. C'est un choix qui change des autres gens dans la mouvance, et qui, à mes yeux, est plus intéressant que les raconteurs de faits divers. Mais peut-être qu'il y a de très bons raconteurs de faits divers, je ne juge pas. Surtout que moi, mes vidéos de Felduc préférées, c'est celles où il parle de création, où il parle de courts-métrages, d'ARG et d'autres trucs bizarres qu'il trouve sur YouTube. Eh bien, dans ce hors-série, Robin de la chaîne Macready présente un iceberg. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire mes parents qui regarderont la vidéo, le format iceberg, c'est l'explication de plein de faits sur un sujet qui vont du plus connu et du moins glauque au plus obscur, comme un iceberg avec une partie immergée. Et ce format marche très bien sur internet, et il faut le comprendre, c'est super divertissant, c'est le format idéal pour tenir en haleine. Donc ici c'est un iceberg consacré à l'histoire de l'art, ou des arts sous toutes leurs formes, y compris le jeu vidéo, on va pas lancer le débat s'il vous plaît. Évidemment ce n'est pas exhaustif, les histoires des arts, c'est comme l'histoire de l'humanité, hein. C'est difficile de trouver tous les mystères un peu mystérieux, mais c'est bourré d'anecdotes plaisantes sur les côtés méconnus d'œuvres célèbres, et je vous encourage à suivre cette chaîne. Cher journal, ma vie a changé de Réussite Critique, sorti le 21 mai. Alors Réussite Critique, comme son nom l'indique, c'est une chaîne qui à la base parle de jeux de rôle. Et là vous allez dire, oui, il nous fait chier avec ces petites chaînes de jeux de rôle. Déjà on se calme, ça viendra, mais pas tout de suite. C'est pas une petite chaîne, c'est la chaîne tenue par Maillard, à savoir le créateur d'un des tout premiers actual play francophones et un des plus populaires, Aventure. Mais le jeu de rôle n'est pas le sujet de cette vidéo, le sujet de cette vidéo c'est la dépression. Dans cette vidéo, Maillard revient après une longue pause et explique à son public qu'il sort d'hôpital psychiatrique après un long épisode dépressif. Et je trouve ça super important. On voit beaucoup de gros créateurs parler de burn-out, mais bah, déjà c'est bien, mais vraiment je pense qu'il faut sensibiliser à la santé mentale, et notamment du côté des influenceurs. C'est très important d'avoir des représentations, surtout pour le public assez jeune de YouTube, des gens qui expliquent que c'est normal d'aller mal parfois, et qu'on peut accepter les aides sans en avoir honte. Et rien que pour cela, cette vidéo avait toute sa place dans mon top. I Don't Know James Rolfe sur la chaîne de Folding Ideas le 19 juin. Alors j'en ai déjà parlé, en ligne il y a des débats sempiternels, et notamment la question de la nature de l'art. Aussi surprenant que ça puisse paraître. Qu'est-ce qui relève de l'art ou non? Est-ce que les youtubeurs sont des artistes? Qu'est-ce qui n'est que contenu? J'évite de trop me pencher dessus, et j'ai trouvé la solution pour esquiver ces débats, c'est d'utiliser le terme culture, plus englobant et avec lequel on ne me saoule pas. Mais s'il y a bien une vidéo dans les 25 qui mérite le qualificatif d'art, c'est bien celle-là. C'est un essai vidéo introspectif par le documentariste canadien Dan Olsen, qui s'interroge sur ses liens et sa relation avec la figure de James Rolfe, la VGN. Une figure quasiment préhistorique de YouTube qui aujourd'hui est devenue une blague un peu ringarde. Pour faire simple, c'est le joueur du grenier en anglais et qui est devenu beaucoup moins bien au fil des ans. Si je parle d'art, ce n'est pas seulement parce qu'il y a de beaux effets de style et un effort de mise en scène. C'est aussi que c'est le reflet des angoisses de Dan Olsen et qu'à travers ça, il pose plus de questions qu'il n'assène d'affirmations. Un sujet de nerd, mais en même temps universel. Alors la chaîne de Dan Olsen, qui s'appelle Folding Ideas, existe depuis bien longtemps, mais j'ai jamais vraiment regardé, les vidéos durent longtemps et en plus, c'est pas des sujets très porteurs. Mais si elles sont toutes du niveau de celle-là, eh bien, c'est probablement très bien. Pop culture, menace de guerre civile de Noé Jacomet, sorti le 30 juin. Noé Jacomet, c'est déjà, je crois qu'on peut le dire, c'est devenu un pote depuis le temps. Du coup, à la base, je comptais pas vraiment parler de Noé dans cette vidéo, d'autant plus que je suis pas toujours 100% d'accord avec lui. Mais cette vidéo-là, menace de guerre civile, m'a beaucoup parlé. Pour ceux qui ne connaissent pas Noé sur sa chaîne, il parle de philosophie, et de politique, et aussi un peu de pop culture, et il donne son avis sur l'actualité à travers ses filtres, qui est en gros être fan du philosophe du XVIIe siècle, Baron Spinoza. Ici, il revient sur une interview de notre bon président, qui, je ne sais pas si vous vous rappelez, alors qu'il était au plus bas dans les sondages, et qu'il était accusé d'être complètement hors sol, la seule interview qu'il fait, c'est dans un podcast de crypto-bro entrepreneur, qui s'appelle Génération Do It Yourself. L'apaisement était en marche. Et dans cet entretien, Manu évoque à plusieurs reprises le sujet de la guerre civile, qui est selon lui l'apanage de ses adversaires politiques. C'est bien pratique. Noé va donc poliment lui mettre le nez dans les contradictions, mais gentiment. Comme je l'ai dit, je suis pas toujours d'accord avec les avis de Noé, mais il a le mérite d'être une voix qui est importante, et une démarche surtout qui est importante
dans l'hystérisation de notre société et notamment sur internet. Quelqu'un qui exprime ses idées de manière posée et pédagogue sans tomber dans la gausserie agressive comme tant d'autres de droite comme de gauche sur YouTube comme sur Twitch. Et pour cela je dis merci Noé. Togashi et la fin de Hunter x Hunter de Kwakikan sorti le 30 juin. YouTube et les mangas, c'est une histoire compliquée. Il y a plein de créateurs qui parlent spécifiquement de cette culture manga animé. Donc déjà, je trouve ça vraiment spécifique, mais en plus, souvent, c'est pas très bien fait, c'est un peu des palissades. Heureusement, certains irréductibles luttent encore et toujours contre cet état de fait, et c'est ainsi que le mec de la chaîne Kwakikan vient proposer de la qualité. Je ne connais pas son prénom. Ici, il vient répondre aux critiques qui sont faites au mangaka Yoshihiro Togashi, connu pour être l'auteur de l'œuvre inachevée Hunter x Hunter, inachevée parce qu'elle a régulièrement de grosses pauses à cause de ses problèmes de santé, et qu'il y a des chances pour qu'il meure avant de pouvoir achever son œuvre. Ça peut paraître con, mais je vous jure que ça contient de vraies réflexions esthétiques intéressantes, comme sur la qualité des illustrations, sur le lien entre dessin et scénario, sur la question de l'auteur et de sa place dans l'œuvre. Et donc Kwakikan, c'est une petite chaîne qui parle de manga, mais qui en parle bien, et je trouve ça Banger Dingues Masterclass Kibidi Ohio. Le cas Noton de Yasmina Beagle, ou Beagle, je sais pas, sorti le 9 juillet. J'ai découvert cette vidéo au fil de mes recommandations. Ici, Yasmina est une autrice et une grande lectrice qui vient nous parler de la figure d'Amélie Nothomb, figure de proue de la littérature francophone légitime que tout le monde se doit d'avoir lu. Elle s'interroge sur la représentation de cet artiste au sein du système médiatique, de ce que ça nous dit, et comme dirait l'autre, ça pense à l'intérieur. En plus de ça, Yasmina est très productive, elle ne se limite pas à des vidéos, disons faites pour l'algorithme, et en plus elle réfléchit beaucoup à ce qu'elle fait, ce qui est toujours bien quand on commence à avoir un peu de succès. Un genre pour les gouverner tous et dans le beau l'ailier d'Antoine Goya sorti le 28 juillet. Alors, on s'attaque là à une figure controversée. Certains diraient carrément fasciste, d'autres diraient woke, mais là je peux pas faire grand chose pour eux. Depuis que j'ai découvert ce mec, je suis un peu fasciné par sa capacité à sortir du moule. Alors moins maintenant parce que comme fait dupe, il a fait beaucoup de petits, plus ou moins bonne qualité, mais il faut remarquer que c'est quasiment sans équivalent dans le YouTube francophone ce qu'il fait. Et le fait qu'il le fasse sans jouer le jeu de la plateforme, sans mettre de pub, en sortant ses vidéos à l'arrache, tournées dans la jungle à 4h du matin, dès qu'il a fini, en punk total, moi ça me plaît pas mal, malgré certaines prises de position parfois franchement étranges. Par contre oui, je supporte pas trop le culte dont il fait l'objet, notamment sur X, et oui je dis X maintenant, il faut faire le deuil et rendez-vous sur Blue Sky. Suivez-moi sur Blue Sky. Et dans cette vidéo, point de clash, juste des recommandations dans le genre du documentaire, genre extrêmement large et mal compris, et dont j'avais jamais entendu parler. Qui parle de Jay Rosenblatt sur YouTube si c'est pas Antoine Goya, franchement. Quand il parle d'œuvres qu'il n'aime pas, Antoine est parfois franchement de mauvaise foi, ça rime, mais quand il parle d'œuvres qu'il aime bien, il peut être très intéressant. Les Marouals de Bloost, vidéo justificative de Bloost 2, sorti le 7 août. Alors, je disais du bien de Blast tout à l'heure. Je vais pas vous refaire toute l'histoire, Blast, les marioles, ça s'est mal passé, ils ont sorti une grosse merde avec l'argent des abonnés, bon, c'est des choses qui arrivent. Mais il faut avouer que la communication de Chris qui est venue après était désastreuse, et c'est là qu'intervient ce sketch de Bloost. C'est à peu près la seule chose de bien qui soit sortie de cette histoire, mais ce qui me fascine en plus, c'est que c'est une chaîne à moins de 200 abonnés, qui m'est tombée dessus au hasard des recommandations, et on tient qu'une seule vidéo. Et c'est des gens que je connais pas qui ont fait ça, et c'est super drôle. Et c'est ça la force de YouTube aussi. Se réunir tous ensemble pour se foutre de la gueule de quelqu'un qui a mal fait. Attends, quand je le dis, c'est pas ouf en fait. Disons que ce quelqu'un est un média à 1 million d'abonnés, non. En fait, ça va, on a le droit, c'est bon. C'est de la satire. Ce qu'on vous propose, certes, c'est pas ce qu'on voulait faire, c'est pas ce que vous vouliez qu'on fasse, c'est pas ce que on trouve bien, c'est pas ce que vous aimez, mais c'est ce qu'on a fait. Arrêtez de tout politiser, les chansons et l'analyse de chansons de Kaleidos-Pop le 23 août. Arkani de la chaîne Kaleidos-Pop, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de recherches, et ça, tous les youtubeurs ne peuvent pas s'en vanter. Je pense qu'en 2025, on peut arrêter avec le mouvement zététique. C'est tous ces vidéastes qui sont venus nous expliquer l'esprit critique et la démarche scientifique, tout en cachant leur méthode d'intimidation un peu étrange, en se drapant dans une soi-disant neutralité. Dans cette vidéo, Arkani répond à une autre vidéo d'y penser avec plein d'autres youtubeurs zététiciens sur comment analyser, notamment du point de vue politique, les paroles de chansons.
C'est à la fois une bonne introduction à sa série Arrêtez de tout politiser, et c'est en même temps une sorte d'épisode somme finale. Lui qui a fait des épisodes, par exemple, sur le Gangnam Style, pour expliquer en quoi le Gangnam Style c'était super politique. Il faut savoir que Psy, il faisait du rap pour dire qu'il fallait tuer les Américains en Irak. Car oui, la culture, c'est politique, et l'interprétation des paroles, quand on fait au doigt mouillé, on a l'impression que ça ne l'est pas. Mais souvent, c'est plus profond que ce qu'on pense. Merci Arcani d'avoir clarifié tout ça avec fort exemple. YouTube on the Death of Media Literacy de Zoe B le 2 septembre. Vous le savez sûrement, les gens ne comprennent plus les médias et la culture qu'ils consomment. On vit dans une saucisse, ma bonne dame. Et après, ils vont découvrir que Squid Game, ça parle de capitalisme, et ils vont être comme... Zoe B, qui est une ancienne professeure de littérature anglaise, nous parle avec moult de ses invités de la notion de media literacy, un terme anglais que je ne saurais pas traduire. Être média lettré. Non seulement je ne sais pas comment traduire ce concept, mais en plus il est aussi large que flou. C'est un sujet hyper complexe et pourtant tout ce qu'on attend d'un bon essai vidéo est là. Elle ne vient pas nous expliquer comment il faut faire pour bien analyser une œuvre, remplir une grille de critères et tout. C'est pas du tout ce qui se passe, mais elle nous dévoile surtout les erreurs à ne pas faire. Plus si comme moi vous souhaitez vous immerger dans le YouTube game anglophone, sachez qu'il y a plein d'invités, il y en a 12 ou 13 je crois, et que toutes ont des chaînes YouTube qui m'ont l'air intéressantes. Mes campagnes narratives ouvertes, leurs ingrédients, de l'Estade JDR le 2 septembre. Alors oui, ce top est fait par moi. Il reflète ce que j'ai regardé durant l'année. Donc oui, il y a des petites vidéos sur le jeu de rôle. Désolé. Le YouTube jeu de rôle, c'est une niche pas très connue, pas très populaire, mais qui est extrêmement vivante et productive. Certains d'entre eux, comme le bon MJ ou le scénarogien notamment, sont parvenus à percer, entre guillemets. Ils ont des milliers d'abonnés. Mais il y en a plein de petits, dont Lestat, qui a fait cette vidéo à 840 vues à l'heure où j'ai regardé. Et chacun de ces créateurs nous permet d'apporter une bride de leur expérience, de leur savoir, de ces loisirs que j'aime tant, qui nous permettent d'éviter l'effet Mercer, c'est-à-dire la peur de ne pas être aussi bon que les gens qu'on voit sur Internet. Quand on fait du jeu de rôle, ça peut s'appliquer à n'importe quoi. Dans cette vidéo, il nous parle de sa manière de faire des campagnes, qu'il nomme personnelle, ouverte et viscérale, et il nous explique soigneusement comment procéder pour pouvoir en faire à notre tour. Et il faut dire que les niches, dans ce vaste univers qu'est la création web, c'est quelque chose de très important, et en fait je pense que toute cette culture n'est que niche plus ou moins grande et plus ou moins mainstream. Et cette idée, ça éloigne totalement l'idée comme quoi il y aurait plus de passionnés sur Internet. C'est quelque chose qu'on entend dans certaines émissions. YouTube c'était mieux avant, à l'époque où il y avait des nerds. Oh! Internet n'est pas encore la télévision, il suffit juste de chercher un peu. Ceci n'est pas une vidéo sur le Japon de Lizzie Brin sortie le 3 septembre. Alors là mes amis, mais quel poulet! Lizzie Brin est une créatrice que je ne connaissais absolument pas avant cette vidéo. Cette vidéo qui parle de Japon, de tourisme, de création, d'handicap, de capitalisme. Elle l'explique elle-même dans cette vidéo, son approche générale c'est de faire des vidéos où on ne sait jamais ce qui va se passer par la suite. Et c'est assez bien résumé. Ça part dans tous les sens et pourtant ça reste cohérent et ça c'est pas facile à faire. En résulte une vidéo très personnelle, très fun à suivre, mais aussi la vidéo la plus subtilement anticapitaliste de l'année, je vous jure. C'est pas une vidéo militante où ça nous démontre comment l'ordre social nous impose des désirs et nous façonne d'une certaine manière. Manière qu'on peut trouver déprimante. Non seulement ça, mais en plus le sketch de fin, je vous spoil pas, mais ça m'a fait mourir de rire. C'est pour moi la meilleure vidéo que j'ai eue cette année, ex aequo avec la vidéo d'arcade sur Céleste. Crise du gaming, les jeux bizarres sont la réponse. Weird Game Manifesto de Zef et Ramo, sorti le 13 et le 20 septembre. Ramo, de la chaîne Zef et Ramo, est un travailleur du jeu vidéo qui s'est rendu à Berlin pour le festival Amaze, un festival de création de jeux vidéo indépendants. Il en ressort avec 3 heures de vidéo sur comment on peut rendre ce monde meilleur. Et par ce monde, j'entends le monde du jeu vidéo et aussi ce monde ici-bas où nous vivons tous. C'est vrai qu'un des événements marquants de 2024, d'un point de vue culturel, c'est la lente glissade de l'industrie du jeu vidéo vers encore plus de merde avec tous ces licenciements, ce retour du Gamergate. C'est pas vraiment la joie, mais Ramo et tous ses intervenants viennent nous proposer de changer nos habitudes de consommation, nos habitudes de production, tout ça pour obtenir un résultat plus sain à travers ce qu'il appelle des jeux bizarres. C'est un long diptyque divisé en plusieurs arguments qui expliquent comment on pourrait faire mieux. C'est vraiment un truc qu'on pourrait pas voir à la télévision et comme quoi YouTube c'est ça, c'est aussi ce média alternatif
on peut proposer d'autres choses. Face à des canaux d'information toujours plus étroits. Oh, ouais, ça va être chaud là, c'est en anglais. Don't write that book, the best writing advice I've ever received, de F.C. Schulz, le 9 octobre. F.C. Schulz est un romancier indépendant, et depuis octobre, chaque mercredi, il sort une vidéo de 2 à 3 minutes, une petite capsule avec un conseil d'écriture dedans. Ça n'est pas pour imposer une façon de faire, ça n'est pas pour faire de la pub pour une formation surtaxée, c'est juste mon petit rendez-vous cosy du mercredi, et c'est de bons conseils d'écriture, je trouve notamment celui-là, qui est le premier épisode, et qui résume assez bien un problème récurrent chez beaucoup d'auteurs que j'essaye d'éviter. Et je dis auteur, mais ça peut être n'importe quel créateur en fait. La sagesse selon YouTube, plongée dans un océan de contenu généré par IA de Monsieur Phi le 20 octobre. Monsieur Phi est à la base un vulgarisateur de philosophie, et il fait ça très bien, c'est-à-dire en évitant les pièges, en évitant de parler de grands noms d'une manière théâtrale, en étant un sacheur qui parle à un apprenant. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de YouTube. Alors, YouTube, là c'est une vidéo qui à la base devait parler de la reprise du courant philosophique le stoïcisme par les coachs mal alpha, bro, incel. Si vous avez compris ce dont je parle, vous voyez que c'est pas ouf, globalement. Et autres vendeurs de formation qu'on appelle globalement le stoïcisme alpha. Mais ça va plus loin. Ils s'embarquent dans le bourbier des vidéos générées par intelligence artificielle, et le problème est beaucoup plus profond que ce qu'on pense. 2024 a été une année, comme 2023, fulgurante pour les intelligences artificielles, et je pense qu'en 2025, tout le monde en a marre, mais il y a des dirigeants qui n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Haha! Ils sont toujours là pour voler le travail des artistes, et pour faire gagner de l'argent à des businessmen véreux qui pensent qu'ils peuvent faire des trucs sans rien foutre. Voyez la Willy Wonka expérience, très drôle comme histoire. Et c'est ce pourquoi j'ai fait attention à ne pas mettre dans ce top de vidéos avec des voix générées par IA ou qui sont faites par IA globalement. Même si c'est de très bonnes vidéos comme par exemple une de Beluga avec un chant. I will not breathe until Mr. Beast comments. It's been 2 weeks, are you okay? Donc si vous voulez déprimer en regardant le fond de l'abysse qui regarde aussi en vous, mais de manière artificielle, je vous conseille de regarder la dernière vidéo de Monsieur Phi, qui est une parodie de Feldup, comme quoi on y revient, c'est impossible de louper ce mec. Et ensuite, vous pourrez acheter ma formation pour apprendre à ne plus pleurer, This is very powerful. Le paradoxe de Superman sur la chaîne Le Fils de Bulle, sorti le 8 novembre. Le Fils de Bulle est un youtubeur qui a connu une certaine popularité, dû au fait qu'il est un des meilleurs, un des premiers et un des seuls de sa niche, le YouTube qui parle de BD. Et pas spécifiquement de manga, de BD, et plus spécifiquement de BD européenne. En plus de ça, il ne se contente pas de faire des critiques de certaines œuvres, mais il parle de généralité sur l'art et c'est toujours très intéressant à écouter, même quand on, comme moi, on n'y connaît pas tant que ça. Même si ses avis sur Astérix dans sa tier list sont déprimants. L'Empire n'a jamais pris fin, épisode 9, Assassiner les puissants, une tradition française, de Blast de 17 novembre. Comme beaucoup, j'ai découvert l'œuvre de Pacom Thielman à travers ses vidéos sur Blast. Mais c'est un mec qui a écrit des essais en bouquin, avec des vrais livres, sur du vrai papier, depuis tard l'époque. Cela dit, je ne l'ai pas connu avec Infernet, mais plutôt avec la fin du film, pour les 3 personnes qui ont vu la fin du film. L'Empire n'a jamais pris fin est une série de vidéos initiée en 2023, qui parle d'histoire de France, mais qui ne fait pas de la vulgarisation historique, comme pourrait le faire Nota Bene ou Linguisticae, et ni, je trouve, ne tombe pas dans le révisionnisme, comme on peut le voir sur un YouTube un peu plus politisé. C'est vraiment un pur essai qui parle de récits et de documents pour déjà raconter du storytelling, mais aussi en sortir un discours et un propos. Dans cet épisode, Pacom revient sur la figure de François Ravaillac et sur toute la mode qu'il y avait à l'époque sur le fait de tuer les rois et les seigneurs, et il essaye d'en tirer des tendances sociales qui émergent de ce vaste réseau qui nous englobe tous, qu'on appelle la culture. C'est brillamment raconté, l'heure passe crème, c'est très érudit mais très accessible. Si j'avais un reproche à faire, ce serait le côté un peu boomer dans les titres et dans les saillies humoristiques qui font vraiment regarder, je suis jeune. Et je pense que c'est plus dû au comité éditorial de Blast que à Pacom lui-même.
C'est du super boulot et vraiment merci Blast et les autres médias indépendants de produire du contenu comme ça que personne n'aurait ne serait-ce qu'osé imaginer dans des circuits plus traditionnels. Faut-il déplaire pour marquer son époque de Linguisticae le 21 novembre? Linguisticae est une chaîne qui, il me semble, est apparue lors du boom des chaînes de vulgarisation scientifique vers 2015-2017. Et j'ai jamais regardé parce que je pensais que des vidéos sur la linguistique, ça m'intéressait pas et j'avais grand tort parce que maintenant, dès que j'en lance une, je me retrouve 2 heures plus tard à faire des recherches sur une peuplade d'Asie mineure que je ne connaissais pas avant. En plus de ça, Monté, le créateur de la chaîne Linguisticae, me semble assez iconoclaste dans le paysage YouTube et dans le paysage vulgarisation. C'est quelqu'un qui s'y connaît, puisqu'il a quand même participé à des ouvrages un peu plus scientifiques, quoique néanmoins de la vulgarisation. Mais c'est aussi quelqu'un qui s'assume, qui assume ses opinions de manière parfois sans concession. Dans cette vidéo, il revient sur une poignée de grands noms de l'histoire, notamment de l'histoire de la littérature, mais pas que, et se demande si, quand on est une grande figure, est-ce qu'on était apprécié à son époque de son vivant. Et ça permet de débunker ce mythe, comme quoi à l'époque, c'est-à-dire avant, on savait reconnaître les grands hommes quand il y en avait, et maintenant on sait plus, et le déclin, et le bon sens populaire, tout ça. Et enfin, retour sur 2024, c'était vraiment le speul de Dave Sheik, sorti le 31 décembre. Comme Linguisticae avant, la chaîne de Dave Sheik, qui avant s'appelait Histoire Brève, est une de ces chaînes du boom de la vulgarisation de l'époque. Après 4 ans de hiatus, dans lequel il a probablement passé beaucoup de temps à préparer son retour, Dave est de retour pour nous jouer un mauvais tour et nous parler d'histoire, et c'est une trop bonne nouvelle. Ces vidéos sur l'histoire et la géographie sont passionnantes à suivre, quel que soit le sujet, et très instructives. Une fois de plus, c'est ce genre de chaîne qui s'est émancipé de sa niche pour proposer vraiment du contenu qui lui ressemble, qualitatif, et sorti des carcans, et c'est la preuve que YouTube, eh ben, c'était pas mieux avant. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir de ce bilan et de tous les autres bilans et de tous ces tops et de toutes ces nouvelles vidéos qui sortent sur YouTube chaque jour. C'était pas mieux avant. Il faut arrêter avec ce mythe. Ah, je sors les grands mots, mais il y a tellement de niches, il y a tellement de créateurs, il y a tellement de façons différentes de faire des vidéos qu'on trouve toujours quelque chose de nouveau à découvrir sur ce site. Et c'est ça qui est beau, et c'est ça qui en fait une culture dont je suis passionné. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à commenter, à partager tout ça. C'était Skull Kid, merci de m'avoir suivi dans mon bosquet sacré. T'as fini de te gratter?